Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, j'ai une réunion avec Frédéric Mazella, le fondateur et président de Blablacar et Captain Cause. Captain Cause, c'est son nouveau projet entrepreneurial, une plateforme collaborative qui aide les entreprises à financer les bonnes causes en soutenant les associations de leur choix grâce à une partie de leur budget marketing. L'objectif, multiplier le mécénat d'entreprise. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous vous lancez alors dans un nouveau projet entrepreneurial, Captain Cause, la brique qui manquait entre les entreprises et les projets à impact. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus de quoi il s'agit ? Alors, c'est un nouveau pont, effectivement, entre les entreprises et les projets à impact. Ça permet de financer, d'envoyer de l'argent donc, à des projets en environnement, en social, en santé, en utilisant quelque part les ressources de l'entreprise, mais aussi la communauté de l'entreprise, c'est-à-dire les clients, les partenaires, les collaborateurs, enfin un petit peu toutes les personnes qui constituent la communauté autour d'une entreprise, toutes ces personnes-là se retrouvent impliquées dans le choix des projets qui sont soutenus. Alors il y a plusieurs modes de fonctionnement. Soit on va allouer un don de 10, 20, 30, 50 ou 100 euros par exemple que un client, un partenaire ou un collaborateur va pouvoir allouer. Puisque l'argent est directement financé par l'entreprise qui se retrouve être mécène dans cette configuration-là. Mais c'est vraiment la personne qui reçoit le don qui choisit comment ce don est alloué. Soit ensuite on peut faire des opérations en mode plus cagnotte où par exemple une entreprise va dire on a un budget de 10 000 euros, 20 000 euros qu'on va pouvoir allouer à différents projets d'associations. Et c'est vous qui allez décider comment cette somme est allouée. Alors, je dis 10 ou 20 000 euros, ça peut être beaucoup plus que ça. En certains cas, ça peut être 50 000, 100 000 ou plus que ça. Mais du coup, on va aller impliquer une grande communauté pour décider de l'allocation de ces fonds, ce qui fait qu'on rend le mécénat participatif. Et c'est ça la grande nouveauté qui est portée par Captain Cause. Donc finalement, vous dites remplacer vos goodies, vos cadeaux d'affaires par quelque chose qui soit utile, parce que pour l'instant, il y a que... Typiquement, alors, sur des événements ou bien sur des cadeaux typiquement de fin d'année, on remplace, des budgets qui pouvaient être alloués à des objets physiques qui nécessitent non seulement d'être produits, mais aussi d'être transportés et livrés, et par justement un don à des associations à impact. Ce qui permet, en dématérialisant, en plus d'avoir un effet direct, évidemment environnementalement positif, puisqu'on ne produit plus de matière, on ne les transporte plus, et donc on transforme ça simplement en un don à une association. Et bien en plus de cela, on a aussi un impact positif, puisque cet argent-là va être utilisé pour une bonne action sur le terrain, tout en faisant en sorte qu'on fidélise et on rapproche beaucoup les parties prenantes autour de la marque. D'autant plus que les projets étant évidemment vivants et actifs, ils vont communiquer dans les mois et années qui suivent auprès des personnes qui leur ont alloué des sous. Donc typiquement, si vous allouez 20 ou 50 euros à un projet à impact suite à un don cadeau que vous a fait une entreprise, eh bien vous serez informé de l'évolution du projet pendant les mois et années qui suivent. Donc 6 mois ou un an après, vous allez recevoir des nouvelles en vous indiquant ce qui a été fait avec le budget que vous avez alloué. Et donc ça permet comme ça de suivre dans le temps. Donc Captain Cause, c'est une plateforme à la fois d'implication mais aussi de suivi de projets à impact qui crée une nouvelle source de financement pour ces projets-là et un nouveau pont donc entre les entreprises et les associations et les projets à impact. Alors vous êtes 5 à vous être embarqués dans cette aventure, on peut dire 5 super-héros, 5 super conscients ou alors 5 super inconscients. Je sais pas, on va dire 5 entrepreneurs. Alors après, maintenant on retourne dans la définition d'entrepreneur. Est-ce qu'un entrepreneur est conscient ou inconscient? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un super-héros ou pas? Je pense que ça dépend des configurations. Et dans tous les cas, non, ce sont surtout des gens extrêmement pragmatiques qui ont envie de construire quelque chose avec une ambition, une idée, une vision, et qui, sur la route, vont juste tout faire pour que ça existe en empilant les briques une par une pour construire le projet. C'est-à-dire que vous, plus vous avancez, et plus vous entreprenez, et plus vous avez envie, finalement, j'ai l'impression d'aligner en fait votre projet avec vos convictions personnelles.
Oui, mais je pense que tout le monde aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que en entreprenant qu'on arrive à le faire. Je pense que tout le monde a une volonté d'aller aligner des convictions personnelles avec des actions professionnelles. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas cet alignement-là, on constate une forme de dissonance cognitive, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas très à l'aise quand on ne travaille pas dans la direction que quelque part notre cœur et notre conviction nous conseillent. Oui, je pense que c'est une tendance qu'on a un petit peu tous, et le côté magique, c'est qu'en entrepreneuriat, effectivement, on a l'opportunité d'aller choisir exactement le projet qu'on crée, puisqu'on part de zéro, hein, et donc on crée un projet qui nous correspond. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que sinon on tient pas longtemps, parce que vu la difficulté que représente l'entrepreneuriat, et toute l'énergie que ça demande, si on n'est pas parfaitement aligné, on n'y arrive pas. Chez vous, finalement, tout part d'une idée. Alors, comment vous faites? Vous regardez les problèmes qu'il y a dans la vie, les problèmes autour de vous, de tous les jours, et puis vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez les corriger ou apporter quelque chose pour faire un peu mieux? Alors oui, je pense que c'est variable. Là, il se trouve alors sur l'idée pour Blablacar, c'était venu d'un besoin personnel, parce que je devais rentrer en Vendée pour les fêtes de Noël, et finalement tout était complet, enfin tous les trains étaient complets, et donc j'avais dû m'arranger avec ma petite sœur pour qu'elle passe me chercher sur Paris et qu'elle m'emmène en Vendée avec sa voiture. Et sur l'autoroute A10, j'avais vu les TGV nous doubler, qui étaient pleins, et toutes les voitures qui étaient vides, et je m'étais dit, bah voilà, il y a une manière de il y avait des moyens pour aller en Vendée, il fallait trouver des places libres dans les voitures, mais juste c'était pas indexé. D'où l'idée de Blablacar, qui m'a donc occupé une bonne quinzaine d'années pour en faire une réalité. Sur Captain Cause, c'est un petit peu différent. On s'est réunis à trois avec Georges et Max, et on a réfléchi avec la volonté d'aller créer avec Georges Patevant et Maxence Maté. Et donc notre but était d'aller créer, d'aller utiliser au mieux la technologie pour aider quelque part, enfin même pas quelque part, totalement, aider les projets qui en ont besoin, aider quelque part toutes les personnes qui agissent dans la bonne direction. Et aider, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des moyens à la fois financiers et humains. Il se trouve que quand on a des moyens financiers, on peut avoir des moyens humains parce qu'on peut recruter. Et donc on s'est dit, bon, on va se focaliser sur les moyens financiers. Et à ce moment-là, on s'est dit, quel est le meilleur moyen d'amener des ressources financières dans les projets impact? Ce serait de trouver la bonne manière pour impliquer les entreprises. Et pour impliquer les entreprises, eh bien, on passe par l'implication des individus. Puisqu'en fait, la chance qu'on a, c'est que les entreprises, ce ne sont pas des robots, ce sont des organisations qui sont faites avec des gens. Incroyable. Et donc on passe par les gens et par le cœur des gens pour aller mobiliser justement les entreprises à soutenir les beaux projets impact. Donc cette idée, elle est venue de là. Après, on a chacun nos déclics personnels, hein, que ce soit Georges, Maxence ou moi, ou même vous, j'ai compris que c'était sous la douche. Et Nathanaël qui nous ont rejoints juste après. Puisqu'aujourd'hui on est une équipe de 5, enfin 5 cofondateurs, on est un petit peu plus que ça, mais 5 cofondateurs. Et en fait, on a chacun nos déclics personnels. Moi, le mien, il est venu le jour où j'ai vu la marche du climat des jeunes, vous savez, c'était entre l'Opéra et 4 septembre. Quand je serai grand, je voudrais être vivant. C'était voilà, ça. Ouais. Moi, quand j'ai vu ce panneau-là, qui disait quand je serai grand, je voudrais être vivant, je me suis dit, là, il y a quand même un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on est, voilà, on n'est pas simplement sur quelque chose qui ressemblera à mai-68 où on dit, voilà, quand je serai grand, je voudrais avoir une meilleure vie. Là, c'est quand je serai grand, je voudrais être vivant, c'est quand même assez radical. Donc là, je me suis dit, il y a quand même un problème. La nouvelle génération, quelque part, le saisit d'autant mieux que, évidemment, chacun se projette en fonction de sa vie, hein, la vie qui lui reste globalement, même si c'est statistique. Et les jeunes sont ceux qui arrivent le plus à se projeter normalement dans le futur. Et là, d'un coup, ils se projettent plus. Donc, il y a quand même une boucle qui est cassée. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'a un peu... ça m'a beaucoup perturbé et ça m'a poussé à me demander ce que je pouvais faire avec ce que je sais faire. C'est-à-dire que voilà, je suis un entrepreneur. J'ai un peu plus d'atouts aujourd'hui que ce que j'avais quand j'ai commencé Blablacar. Je me suis demandé comment je pouvais les mettre au maximum au service d'un beau projet à impact.
à les mettre dans ma capacité à fédérer une équipe, aller lever des fonds pour donner des moyens aux ambitions, à aller faire parler du projet, à évidemment faire un produit qui marche. C'est aussi bête que ça, mais bon, voilà, j'ai une expérience là-dedans. Donc voilà, toutes ces petites choses-là que j'ai apprises grâce à mon expérience Blablacar et autres, parce que je me suis beaucoup infiltré dans le milieu des entrepreneurs en tout genre, évidemment. Et donc voilà, sur cette idée-là, j'ai décidé d'en mettre un maximum d'énergie avec une équipe très jeune. Mes 4 cofondateurs ont tous entre 24 et 30 ans. Et moi, j'ai un petit peu plus que 30 ans. Voilà. Enfin. C'est un bon mélange. Vous dites que les bonnes idées viennent souvent sous la douche? Oui, les bonnes idées viennent, c'est une manière de dire, elles viennent quand on s'y attend pas et quand le cerveau est relaxé. C'est vrai que chercher à tout prix une idée, ça peut être assez perturbant et fatigant et laborieux et ça peut souvent ne pas marcher. Et donc parfois, voilà, les bonnes idées, elles viennent quand on s'y attend pas. Donc en fait, bon voilà, par rapport à Captain Cause, ça a été quand même une période de réflexion assez longue, avec des moments évidemment, des moments intenses de réflexion et des moments plus relax. Et finalement, on a abouti sur cette idée-là, même si on a eu 5 autres idées avant, hein, c'est la 6e. Les 5 autres, on les a abandonnées parce qu'elles n'étaient pas aussi prometteuses, en tout cas, elles ne nous semblaient pas aussi prometteuses que celle-ci. Celle-ci qui nous semble vraiment pouvoir véritablement fonctionner, c'est-à-dire apporter une nouvelle pierre dans notre société, qui va pouvoir vraiment avoir un impact positif par l'entraide que ça apporte. Il y a plein de concepts là-dedans. Il y a non seulement évidemment le soutien des projets impact, mais il y a aussi une sorte de collaboration, de partage, de communauté, vraiment où on réconcilie et on allie même les forces des différentes entités, parce que les entreprises, leur force, c'est d'être capable d'être efficaces et de produire des moyens financiers. Les associations, leur force, c'est d'être sur le terrain, de connaître les problèmes à résoudre et d'avoir des gens qui ont une énergie incroyable pour les résoudre. Donc en fait, il faut vraiment combiner ces forces-là pour réussir à aller plus loin. Et la force des deux, c'est de rendre service. Mais alors, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est, vous dites que vous êtes passé par 5 ou 6 idées avant. Comment est-ce que vous vous rendez compte, en fait, qu'une idée est la bonne, est meilleure qu'une autre? J'avais vu que vous voyez votre entreprise potentielle comme un projet ou un objet 3D qu'on peut regarder sous n'importe quel angle. Ouais. Alors, comment on voit si ça marche? Il faut dérouler un petit peu comme une partie d'échec la suite possible d'un projet, c'est-à-dire qu'on démarre. Il faut réussir à se projeter, hein, c'est un travail d'anticipation. Il faut se mettre à la place de toutes les parties prenantes au projet, donc que ce soit évidemment les clients, hein, mais aussi les gens qui participent d'une manière plus ou moins proche. C'est-à-dire qu'on se met dans la peau d'un financier, oui, la peau d'un communicant, des choses comme ça? Il faut se mettre dans la peau d'un peu tout le monde. Alors, dans l'équipe de projet, évidemment, il faut se mettre dans l'équipe de tous les gens qui construisent le projet, aussi bien la technique que le marketing, en passant par la finance et puis le service client. Donc, il faut se mettre dans la peau de chacun. Mais au-delà de ça, pour le projet lui-même, se mettre dans la peau des gens qui vont interagir avec le projet. Et se demander quelle réticence il pourrait y avoir. Qui va voir le projet débarquer et dire « ça, j'en veux pas », par exemple. Essayer de voir comment on va réussir à convaincre cette personne-là que si, en fait, ce projet est non seulement acceptable, mais souhaitable et qu'il faut l'aider. Parce qu'un projet qui se développe, c'est un projet qui arrive à attirer autour de lui de l'énergie positive et constructive de la part du monde existant. Si vous avez trop d'obstacles, trop d'entités, de personnes, de partenaires qui n'ont pas envie que vous existiez, vous n'existerez pas. Donc en fait, il faut se mettre à la place de chacun et comprendre quel est l'intérêt de chacun et leur expliquer. Ça, c'est vraiment, en fait, être dans un certain état d'esprit, parce qu'on n'a pas besoin, par exemple, pour se mettre à la place d'un ingénieur, de connaître toutes les subtilités de la technique. Non, il faut quand même savoir si ce qu'on a en tête est faisable ou pas. Si c'est de la téléportation, il faudra repasser un peu plus tard.
Donc il faut quand même que techniquement ce soit faisable. Mais effectivement, il faut réussir à combiner ce qui est faisable avec ce qui est souhaitable et faire en sorte de le tester rapidement aussi. Il y a, au-delà de la notion de réussir à se placer dans la peau un petit peu de tous les interlocuteurs, il y a la notion aussi de faisabilité en test rapide. C'est-à-dire que être entrepreneur, c'est être un explorateur, c'est pas forcément être un chercheur. Il faut faire attention à cette différence-là. Un explorateur, il essaye plein de choses. Il va explorer un petit peu, il regarde si ça marche, plus que d'aller se renfermer pendant 10 ans à faire de la recherche fondamentale. Et donc c'est cette limite ténue entre la volonté d'innover par la recherche et la volonté d'innover par les essais que l'entrepreneur doit en permanence assimiler et puis avec laquelle il doit s'accoutumer pour réussir à avancer. Donc il y a beaucoup d'expérimentation à faire, beaucoup d'expériences, beaucoup d'exploration. Et il faut accepter qu'on peut avoir des idées, mais que le monde n'en veut pas parfois, et que donc on teste et on regarde si ça marche ou pas. Vous étiez, on va dire, un petit peu arrivé, un petit peu installé maintenant avec Blablacar. Là, c'est un petit peu comme si vous remettiez tout en jeu, vous repreniez des risques. Est-ce que vous n'avez pas peur en fait? Ah non, je le vois pas comme ça. Moi. Je ferais quoi sinon? Je veux dire, sinon je vais m'ennuyer quoi. Non, j'ai besoin de faire des trucs. En fait, je préfère avoir essayé et que ça marche pas que de pas avoir essayé. C'est un petit peu toujours ma manière d'avancer. Donc du coup, de mon côté, non, j'ai pas du tout d'appréhension ou pas du tout peur parce que je pense que l'idée mérite d'exister. Elle mérite qu'on y mette toute notre énergie à la développer. En revanche, j'ai un certain peut-être recul ou réalisme par rapport effectivement à ce que c'est l'entrepreneuriat. Donc je sais que ça peut ne pas marcher. Mais je préfère avoir essayé et que ça marche pas que de ne pas avoir essayé. J'imagine qu'avec Blablacar, vous avez rencontré pas mal d'obstacles sur le chemin. Est-ce que vous êtes senti aussi aidé en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous avez eu des mentors sur le chemin? Et est-ce que vous en avez encore? Alors, il y a des personnes qui m'ont aidé, oui, il y a même des investisseurs qui m'ont aidé sur la route à bien me focaliser sur les problématiques que j'avais à résoudre. Hein. Je pense à Jean-David Chambrenon ou à Philippe Botteri de chez Axel, Jean-David de chez Isaïe. Donc ça, côté investisseur. Après, côté entrepreneur, c'est un coaching permanent. Vous savez, on discute beaucoup entre entrepreneurs. Hein. Donc, il y a plein de gens avec qui j'ai interagi je sais pas, sur 500 ou 1000 idées ou manières de faire que j'ai intégrées. Oui, il y en a probablement 400 qui viennent de mes échanges avec d'autres entrepreneurs. 80%, oui, qui viennent de ces échanges-là qui sont extrêmement enrichissants et positifs. Donc, j'ai pas spécialement un mentor, mais j'ai toute la communauté des entrepreneurs avec qui je discute tout le temps. Ça, c'est extrêmement important parce que sinon, on est un petit peu tout seul devant nos décisions et ça, c'est jamais très bon de prendre des décisions sans avoir benchmarké, sans avoir discuté avec plein d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller à la rencontre des autres entrepreneurs et de réussir à discuter pour progresser intellectuellement et savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas. Puis aussi, quand on a un problème, tout simplement être capable de passer un coup de fil en se disant « Ah, tiens, un tel, il a dû avoir le même problème que moi, je vais l'appeler, je vais savoir ce qu'il en pense. » Donc ça, c'est une des qualités de l'entrepreneur, de savoir demander et d'oser demander autour de soi. Et ça, je pense que c'est une capacité, c'est une qualité tout simple pour progresser et l'apprendre dans la vie. C'est pas spécialement entrepreneur. Si vous demandez rien, si vous pensez que vous savez tout, vous allez finir, vous saurez rien. La seule manière de savoir, c'est très souvent d'aller demander. Après, vous pouvez demander à Internet ou vous pouvez demander à des gens. Bon, moi, j'aime bien demander à des gens. Oui, c'est plus agréable. Mais vous demandez d'ailleurs beaucoup parce que vous voulez garder votre âme d'enfant et demander pourquoi tout le temps à tout et à tout le monde. Ouais, ça, c'est Picasso qui dit ça. Il dit un bon artiste, quelque part, c'est un peu comme un enfant. Et le plus dur, c'est de grandir en gardant son âme et ses questions d'enfant. Pour pouvoir continuer à être innovant. Il y a des tests qui montrent que
98% des enfants de 5 ans peuvent être considérés comme extrêmement créatifs, quand sur les mêmes questions qui sont posées à des adultes de 25 ans, on en trouve moins de 5%. Et en fait, la différence, c'est quoi? C'est oser poser les questions, c'est garder justement cette forme de candeur, de naïveté qui fait que on développe une super créativité pour s'adapter à peu près à tous les milieux dans lesquels on peut tomber quand on est. Donc oui, c'est extrêmement important de garder une approche très très agile, très créative. Et donc c'est un challenge, mais ça c'est un état d'esprit aussi. On s'entraîne. Il faut s'entraîner à pas se laisser bercer par des rails tout droit, quoi. Formaté. Ouais. Est-ce que vous vouliez absolument devenir entrepreneur? C'était dans vos veines ou est-ce que finalement, en fait, ça s'est fait comme ça sur le chemin? Je peux pas dire que c'était dans mes veines. Toute ma famille était prof. Voilà, mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, enfin, je veux dire tout le monde. Donc j'ai pas tellement d'entrepreneurs dans la famille. Enfin, c'est une famille éloignée un petit peu, mais pas vraiment proche. Donc non, c'était pas dans les veines. Après, par contre, ce qui peut être dans l'éducation, c'est la volonté de rechercher, d'aller faire des choses intéressantes intellectuellement et nouvelles. La recherche aussi d'excellence dans ce qu'on fait, parce que on se fait une idée parfois de l'entrepreneuriat comme étant quelque chose d'un petit peu on peut se faire cette idée-là, mais en fait, c'est à l'opposé de ce que c'est, mais un petit peu léger ou un petit peu mal structuré. En fait, c'est tout le contraire. C'est que justement, quand on crée une start-up, comme il n'y a rien de structuré. Il y a effectivement pas de process. Il y a pas de poste défini. Enfin, je veux dire, il faut juste tout faire. Donc, du fait de cette non-organisation, il faut soi-même, quand on crée une société, être extrêmement rigoureux et organisé. Parce que sinon, on n'a aucune chance d'y arriver. Parce que déjà qu'il n'y a pas rien de tracé, il n'y a pas de process, si en plus nous-mêmes on est désorganisé, enfin là, c'est la recette pour l'échec assuré, parce que il n'y a pas de direction, il n'y a pas de structuration. Donc en fait, il faut être extrêmement rigoureux quand on est, ça paraît paradoxal, mais il faut être extrêmement rigoureux quand on crée une start-up, parce que justement, c'est pas le cadre start-up qui va être rigoureux, donc si on n'a pas une rigueur interne, on va pas y arriver. Et finalement, un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui résout des problèmes tous les jours? Oui, qui est aussi très réaliste par rapport à ce qu'il peut et ce qu'il peut pas faire. Alors, parce que justement, c'est là où il y a la limite. Parfois, on rencontre des entrepreneurs, on se dit, ouh là là, c'est trop dur, il va jamais y arriver. Alors, ce qu'il faut, c'est que l'entrepreneur, lui, pense qu'il va y arriver. Parce que lui, il connaît le chemin. Et ça arrive souvent sur des boîtes. C'est-à-dire qu'on regarde le truc de dehors et on se dit, ouh là là, ça a l'air très dur. Oui, mais la personne qui porte le sujet, elle connaît un chemin où elle va le trouver. Elle est en mesure de le trouver, de le comprendre. Et parfois, nous, de l'extérieur, on regarde le truc, on se dit, mais ça, je ne saurais pas faire. Ça, c'est impossible pour moi. Eh ben, c'est aussi cette adéquation-là qu'il faut trouver, parce qu'à l'inverse, quand on porte un projet, il y en a d'autres de l'extérieur qui se disent, ah, ça, moi, je ne saurais pas faire. Bah oui, c'est vrai, c'est pas grave, il faut faire autre chose. Moi, il y a plein de boîtes, quand je les regarde, je me dis, je ne saurais pas faire. Bah, je les fais pas, du coup. Je fais autre chose. Moi, je fais ce que je sais faire. Donc, il y a quand même une notion de savoir, de savoir explorer un chemin qui nous emmène plus loin. Donc, de ne pas partir non plus sur quelque chose de totalement inatteignable. Savoir se détacher des critiques aussi? Oui, alors faut plutôt s'attacher, alors se détacher des critiques peut-être, mais surtout s'attacher aux clients, aux premiers clients, et s'attacher aux gens qui y croient et qui utilisent le produit. Et ça permet de vraiment avancer, parce que c'est des gens qui vont pouvoir formuler des retours qui sont du coup constructifs pour faire un meilleur produit. Et donc si on fait un meilleur produit, on sera plus attractif pour les prochains clients. Et si vous n'aviez qu'un seul conseil, alors pour tous ceux qui veulent se lancer demain, ce serait lequel? Un seul. Alors, si j'en ai qu'un seul, c'est d'aller lire Mission Blablacar, qui est quand même le livre sur lequel j'ai passé 500 heures pour justement aller mettre tout ce que j'ai appris en entrepreneuriat dans un livre qui, quand il est sorti, a été qualifié
de livres de chevet d'entrepreneurs ou bien de MBA à 19 euros. C'est pas cher, 19 euros pour un MBA. Donc voilà, ça c'est Mission Blablacar. Donc si vraiment j'ai qu'un seul conseil, c'est ça. Mais alors dedans, je sais pas, il va y avoir à peu près 500 conseils. Donc Et dedans, si vous je deviez en dirais choisir un. bien s'entourer. Pardon? Oui, si vous deviez en choisir un dans votre livre. Oui, allez, je vais en choisir plusieurs quand même. Alors, bien s'entourer, c'est-à-dire prendre le soin de s'associer avec des gens avec qui on a vraiment envie de travailler et qui sont complémentaires de nous aussi. Ça, c'est très important. Faut pas prendre des clones. Faut être passionné de son produit aussi parce que ça va être tellement long, tellement dur que si on n'a pas la passion chevillée au corps et si on se dit pas qu'on est en train de changer le monde, on risque d'abandonner sur la route parce que c'est trop dur, c'est trop de travail. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup de travail, mais c'est encore plus de plaisir. Hein. Donc voilà, c'est ça l'équation. Heureusement, hein, sinon on se lancerait pas. Ça, non, on n'y arriverait pas. Et puis ensuite, garder la notion vraiment grande vision d'être sûr qu'on est en train de mettre la technologie au service de l'humain et pas l'inverse. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Christelle. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.